En moins de 24 heures, une lettre a bousculé des décennies d'équilibres régionaux. La Guinée-Bissau claque la porte de la CEDEAO, l'Alliance ouest-africaine. Mais pourquoi ce geste, en apparence purement administratif, déclenche-t-il un tel séisme politique et économique en Afrique de l'Ouest? Est-il vraiment possible qu'une décision écrite et quelques milliers de kilomètres de route suffisent à bouleverser le destin d'une région entière? Pour mesurer l'ampleur de cet événement, il faut revenir sur le rôle historique de la CEDEAO, créée il y a près d'un demi-siècle pour garantir la stabilité et la coopération dans une région où les frontières héritées de la colonisation ont souvent servi de ligne de fracture. Pendant des décennies, la CEDEAO a arbitré des conflits, facilité la circulation des personnes et des biens et tenté de peser dans les négociations internationales. L'adhésion ou le retrait d'un État membre n'est jamais neutre. C'est le reflet d'un basculement profond, d'une redéfinition des priorités nationales et régionales. Décembre 2025. La Guinée-Bissau fait un choix irréversible, quitter la CEDEAO et rallier sans attendre l'alliance des États du Sahel. En une seule journée, la carte logistique de la sous-région se retrouve chamboulée. Les axes commerciaux classiques, qui contournaient le Sahel, faute d'accès à l'Atlantique, sont redessinés. La logistique bascule. Les flux de marchandises changent de trajectoire. Une recomposition sécuritaire s'enclenche immédiatement. Nouveaux contrôles, alliances inédites, vulnérabilités exposées. Pour prendre la mesure de ce bouleversement, pensez à l'exemple du Bénin, dont le port de Cotonou a longtemps servi de principal débouché au Niger. Jusqu'ici, le transport d'uranium nigérien ou de coton malien passait par des corridors bien établis, jalonnés de points de passage obligés, soumis à des droits de douane, parfois à des blocages ou à des tensions politiques. L'accès direct à l'Atlantique via la Guinée-Bissau change la donne. Il ouvre une nouvelle fenêtre sur le monde, brise des monopoles logistiques et redistribue les cartes du pouvoir régional. Soudain, l'Atlantique n'est plus un mirage pour le Sahel. Les ports de la Guinée-Bissau deviennent des portes d'entrée réelles pour le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Ce n'est plus un simple slogan, mais une révolution tangible. Le Sahel, longtemps condamné à la dépendance vis-à-vis de ses voisins côtiers, entrevoit enfin l'autonomie logistique et économique. Pour illustrer ce saut, rappelons-nous l'époque de la construction du chemin de fer Dakar-Niger au début du XXe siècle. La ligne, censée désenclaver le Mali, fut pensée comme un cordon ombilical commercial, mais resta sous contrôle étranger. Aujourd'hui, la dynamique est inversée. Ce sont les États sahéliens eux-mêmes qui financent et gèrent les infrastructures, aspirant à une maîtrise pleine de leur destin économique. La portée de ce divorce dépasse largement la crise institutionnelle. L'accès à la mer offre aux États sahéliens une capacité de négociation inédite. Désormais, l'enjeu est d'arracher le droit de fixer leurs propres tarifs, choisir leurs partenaires, maîtriser leurs exportations. Les perspectives économiques d'eau semblent immenses. Nouveaux emplois, investissements, développement local accéléré. Prenons l'exemple du secteur minier au Burkina Faso. Jusqu'ici, l'exportation de l'or, principale ressource du pays, dépendait d'accords compliqués avec le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Avec un corridor direct vers la Guinée-Bissau, chaque gramme d'or exporté rapporte davantage, car il échappe à une partie des taxes et des intermédiaires. Les recettes publiques s'en trouvent accrues, permettant de financer écoles, hôpitaux et routes. Mais le pari est risqué. La Guinée-Bissau et ses alliés du Sahel s'exposent à la perte du soutien financier, de la stabilité régionale et de l'accès privilégié au marché de la CEDEAO. Rompre des équilibres anciens, c'est aussi ouvrir la porte à des tensions, voire à des déstabilisations profondes. Rappelons-nous le précédent de la sortie du Maroc de l'Union africaine en 1984. Le Royaume avait alors parié sur l'isolement diplomatique pour affirmer sa souveraineté sur le Sahara occidental, mais ce choix a longtemps freiné son intégration continentale et son accès à certains marchés. Le Sahel, aujourd'hui, se trouve face à un dilemme comparable, gagner en autonomie, mais risquer l'isolement. Pour les populations, le débat dépasse la question des alliances. Il touche le quotidien, les prix des denrées, le temps de trajet, l'emploi local, l'accès à de nouveaux marchés. Un simple tracé de route ou un port rénové devient ici un levier décisif de souveraineté. Imaginons le cas d'un commerçant de Gao, au Mali, qui exporte du bétail. Jadis, il devait franchir plusieurs frontières, payer des taxes à chaque étape et subir des retards dus à l'instabilité politique. Désormais, une route directe vers la Guinée-Bissau divise par deux le temps de trajet et réduit les coûts, rendant ses produits plus compétitifs sur les marchés mondiaux. Mais au-delà du choc diplomatique,
Que change réellement cette rupture pour les routes, les prix et la vie de tous les jours? Pour comprendre l'ampleur du basculement, il faut suivre le cheminement d'une cargaison, du port de Bissau jusqu'au village du Sahel. C'est là que se joue la nouvelle bataille de l'autonomie. L'indépendance n'est pas qu'une idée, c'est du béton, des routes, des ports, une présence tangible. Comment cette vision est-elle devenue réalité? Pour comprendre, il faut plonger au cœur du Sahel, où la souveraineté ne se proclame plus seulement dans les discours, mais se bâtit pierre après pierre, kilomètre après kilomètre. Depuis plusieurs années, les tensions s'aiguisent entre les États sahéliens et la CEDEAO. Sanctions, suspensions, communication rompue. La défiance s'installe. Autrefois, les cadres régionaux étaient bons synonymes de protection. Aujourd'hui, ils sont perçus comme des carcans, et les mécanismes de coopération se transforment en instruments de pression. Cette évolution alimente une volonté de rupture. Au Burkina Faso, l'exemple est là frappant. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, plus de 5000 km de routes ont été réalisées en moins de 2 années. Un chiffre monumental pour un pays sans accès à la mer. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est la preuve que la souveraineté commence par la capacité de relier, transporter, exporter. Pour donner un autre exemple concret, rappelons la politique de grands travaux lancée par le président Thomas Sankara dans les années 80. À l'époque, il s'agissait déjà d'édifier des infrastructures nationales sans recourir systématiquement à l'aide extérieure. Aujourd'hui, cette logique s'étend à l'échelle régionale, portée par une ambition collective. Cette matérialité change tout. Dans les discours de Traoré, l'indépendance ne vaut que si elle repose sur une force opérationnelle. Les grandes déclarations ne suffisent de plus. Ce qui compte, c'est d'avoir les moyens de financer et de contrôler ses propres infrastructures, sans dépendre systématiquement de capitaux ou de partenaires étrangers. Les routes précèdent la diplomatie. Avant de signer un traité, il faut déplacer des marchandises, ouvrir des ports, garantir la circulation entre villes et campagnes. Cette logique pragmatique inspire aujourd'hui toute la région. Le rapprochement entre la Guinée-Bissau et l'Alliance des États du Sahel en est une conséquence directe. Il permet de matérialiser l'accès à l'Atlantique pour les pays enclavés et de transformer une frontière en pont économique et politique. Ignorer ces dynamiques structurelles, c'est passer à côté de la réalité. Regarder seulement les sanctions ou les discours, c'est manquer le vrai bouleversement. Des chantiers déjà entamés, des réseaux repensés, un rapport de force qui bascule. Ce n'est pas dans les conférences que se joue l'avenir, mais sur le terrain, là où chaque route, chaque port redessine la vie quotidienne et reconfigure le pouvoir régional. Mais cette rupture, porteuse de promesses et de risques, peut-elle vraiment garantir stabilité et développement au Sahel? Pour saisir la portée de ce basculement, il faut regarder comment ce choix stratégique transforme déjà le quotidien et rebat les cartes régionales. Quels obstacles et quelles résistances vont se dresser sur la route de cette nouvelle autonomie? Le Sahel touche-t-il enfin la réalité de son autonomie ou se rapproche-t-il d'une nouvelle impasse? Au-delà des discours, un basculement tangible s'opère. L'accès direct à la mer n'est plus un simple symbole, mais un acte fondateur qui reconfigure la région. L'annonce du retrait de la Guinée-Bissau de la CEDEAO déclenche une vague d'effets immédiats. De nouveaux corridors terrestres sont tracés jusqu'à l'Atlantique, ouvrant aux États sahéliens un débouché maritime concret. Ce lien n'a rien d'abstrait. Il révolutionne la circulation des marchandises, écourte les délais et bouleverse la logistique régionale. Pour les producteurs de coton, d'or ou de bétail, c'est une rupture brutale avec l'ancien ordre. Les circuits d'exportation s'allègent, moins d'intermédiaires, moins de taxes, davantage de valeur ajoutée conservée localement. Les marchandises quittent le Sahel sans passer par les ports traditionnels, échappant aux commissions et aux blocages imposés par les territoires voisins. Prenons l'exemple d'une coopérative agricole du sud du Mali. Auparavant, l'exportation de la mangue nécessitait d'acheminer la marchandise jusqu'à Abidjan, avec des pertes importantes dues à l'attente et à la chaleur. Grâce à une nouvelle route directe vers la Guinée-Bissau, la fraîcheur des produits est préservée, la compétitivité renforcée sur le marché européen, et la coopérative peut investir dans de nouveaux équipements. Mais les enjeux dépassent de loin la seule économie. Partout, les chantiers se multiplient, routes, quais, entrepôts prennent forme sur le terrain. Pour la première fois, des milliers de jeunes, formés localement, accèdent à des emplois qualifiés. La souveraineté cesse d'être une abstraction, elle devient expérience vécue, qui façonne l'avenir et donne un sens nouveau à l'appartenance régionale. Cette dynamique suscite toutefois de profondes inquiétudes. Beaucoup redoutent que l'isolement du Sahel, hors du cadre régional, n'éloigne les investisseurs et ne ferme l'accès aux grands marchés.
Les sanctions de la CEDEAO semblent confirmer ces craintes. Les échanges risquent de se contracter, la dépendance à quelques partenaires de se renforcer, changeant simplement de visage. Pourtant, les partisans de la rupture avancent de d'autres arguments. Selon eux, l'augmentation des revenus locaux, le développement d'infrastructures internes et la capacité à absorber les chocs extérieurs instaurent une autonomie plus solide qu'auparavant. Une souveraineté en dur pourrait enclencher un cercle vertueux, réduisant enfin la vulnérabilité du Sahel aux pressions extérieures. Au cœur de ce conflit, deux visions de la légitimité s'affrontent. D'un côté, la conformité institutionnelle, ancrée dans les traités et les normes régionales. De l'autre, l'efficacité productive, mesurée à l'aune du développement visible, de la création de richesses concrètes et de la transformation du territoire. Certains voient un saut dans le vide, d'autres un modèle inédit de réussite, fondé sur la matérialité des réalisations. L'enjeu est crucial. Le Sahel peut acquérir une autonomie logistique et économique inédite, ou bien subir une contraction commerciale et de nouvelles formes de dépendance. Le choix dépasse désormais la fidélité institutionnelle, il pose la question du pouvoir d'agir concrètement sur son destin. Mais ce nouvel équilibre reste fragile. Les premiers signes d'instabilité apparaissent, testant la solidité des alliances et la détermination des nouveaux acteurs. Chaque route vers l'Atlantique peut devenir un tremplin vers la prospérité, ou un terrain d'affrontement. C'est ici que le sort du Sahel bascule. 3 scénarios majeurs se dessinent, chacun porteur d'opportunités, mais aussi de menaces profondes pour la région et ses partenaires. Premier scénario, la consolidation prudente. La région avance lentement, cherchant avant tout la stabilité. La coopération avec la CEDEAO ne disparaît pas mais se transforme. Des échanges ciblés et des négociations ponctuelles subsistent. Les infrastructures existantes servent de base pour une ouverture mesurée, évitant toute rupture brutale avec les anciens systèmes. L'avantage, moins de turbulences, plus de continuité, une gestion des risques plus fine. Pour illustrer ce scénario, pensons à l'exemple du Rwanda, qui après la crise des années 90 a choisi une ouverture progressive à ses voisins, investissant d'abord dans la réhabilitation des infrastructures et la formation des cadres avant de s'engager dans de nouveaux accords commerciaux. Cette stratégie a permis au pays de se positionner comme un hub régional, tout en préservant sa stabilité interne. Deuxième scénario, l'audace de l'intégration. Les États du Sahel prennent le pari d'un rapprochement stratégique en misant sur la Guinée-Bissau comme porte d'entrée vers l'Atlantique. Un fonds souverain intersahélien est envisagé, destiné à financer sur le long terme routes, ports et zones franches. L'accès à la mer devient alors un levier de croissance, capable d'attirer de nouveaux investisseurs et de donner une voix à la diaspora. Ici, la jeunesse découvre un horizon différent, entre reconstruction locale et nouveaux espoirs. Un parallèle historique peut être dressé avec l'Asie du Sud-Est, où la création de corridors économiques transfrontaliers, comme la fameuse route Kunming-Singapour, a permis à des pays enclavés comme le Laos de sortir de la marginalité en s'ouvrant sur de nouveaux marchés. L'investissement massif dans les infrastructures a transformé la région, créant des millions d'emplois et stimulant l'innovation. Mais la menace demeure, celle de l'escalade des tensions. Sanctions, blocages commerciaux, fermeture de frontières, le risque est de voir fondre les premiers acquis, piégés entre pression externe et crispation interne. Dans ce contexte, la solidarité régionale devient vitale. Miser sur la résilience, encourager l'investissement local, préserver la confiance. Voilà la clé pour éviter la marginalisation. Pour mieux appréhender ce risque, rappelons la crise du blocus du Qatar en 2017. Privé soudainement de ses principaux axes commerciaux par ses voisins, le pays a dû investir massivement dans la logistique interne et la diversification de ses partenaires pour garantir sa survie économique. Le Sahel, face à des sanctions, pourrait être contraint à des adaptations similaires. Dans tous ces cas, l'enjeu crucial reste le même: transformer l'ouverture maritime en un atout durable. Il ne s'agit pas seulement de kilomètres de routes ou de conteneurs débarqués. Tout dépendra de la capacité à équilibrer affirmation souveraine et ouverture économique. Les choix actuels pèseront longtemps sur l'avenir des jeunes, sur la mobilisation de la diaspora, sur la perception internationale du Sahel. C'est là peut-être la révolution la plus profonde, faire passer le Sahel dans l'imaginaire et dans les faits du statut de cul-de-sac à celui de corridor stratégique. Les investisseurs voient désormais des connexions nouvelles, pas seulement des risques. Les partenaires extérieurs doivent composer avec des États qui imposent leur rythme, leurs exigences, portés par des infrastructures réelles et des alliances inédites. L'enjeu ? Selon la trajectoire choisie, la région peut valoriser ses chantiers,
attirer l'attention de nouveaux acteurs mondiaux, ou perdre le fruit de ses efforts, rattrapés par l'instabilité et les rapports de force. Les routes ne sont pas de simples traits sur une carte, elles tracent le destin d'une génération qui refuse d'être reléguée. Mais concrètement, que retenir de ce bouleversement pour celles et ceux qui vivent, entreprennent ou investissent ici? Les choix collectifs ouvrent des opportunités concrètes, mais aussi de nouvelles responsabilités. Comment transformer cette bascule en avantage durable, pour la vie quotidienne comme pour les perspectives économiques? La souveraineté prend corps dès que la route rejoint le port. Mais qu'en faire, ici et maintenant? Ce passage décisif ne se limite pas aux chefs d'État ou aux diplomates. Les leviers sont aussi entre vos mains, que vous soyez citoyen, jeune, entrepreneur ou décideur. Première leçon: l'harmonisation régionale. Pour que la recomposition porte ses fruits, il faut des plans d'infrastructures concertés. Les États du Sahel et la Guinée-Bissau doivent coordonner routes, ports et logistique pour éviter les redondances et accélérer le transit. Ce n'est pas qu'un chantier, c'est une vision commune à imposer. Un exemple concret: la création d'une agence régionale de régulation des infrastructures chargée de garantir la compatibilité des normes techniques, la sécurité des transports et la fluidité des échanges. Cette instance, inspirée du modèle de l'Union européenne pour l'électricité, pourrait anticiper les goulets d'étranglement et résoudre les litiges avant qu'ils ne dégénèrent. Deuxième clé: créer de la valeur sur place. Routes et ports n'ont d'intérêt que si des unités de transformation s'installent à proximité. C'est ainsi que l'on retient les matières premières, que l'on crée des emplois et que les producteurs voient leur marge augmenter. Quand l'usine touche le port, chaque récolte gagne en valeur. Pour illustrer cette stratégie, on peut citer le cas du Vietnam qui a transformé son port de Haiphong en hub industriel, attirant des dizaines de multinationales et favorisant l'essor de milliers de PME locales. La leçon pour le Sahel est claire: ne pas se contenter d'exporter des matières brutes, mais investir dans l'agro-industrie, la métallurgie ou la chimie. Troisième fondement: sécuriser les flux. Les chantiers progressent seulement si armées et populations locales protègent travailleurs, axes et entrepôts. Cela suppose de dépasser les défiances, d'organiser des patrouilles mixtes, d'impliquer activement les communautés pour que cette dynamique profite à tous. Un scénario de terrain pourrait prendre la forme de comités villageois de sécurité, associés à des unités mobiles de la gendarmerie nationale, formées à la médiation et à la lutte contre les trafics. Ce type d'arrangement, déjà testé dans certaines zones frontalières du Niger, permet de réduire les attaques et d'accroître la confiance dans les institutions. Quatrième levier: former et transmettre les compétences. Sans techniciens ni ingénieurs locaux, l'autonomie reste un rêve. Les écoles techniques et universités doivent être mises en réseau pour former à la maintenance, à la logistique, à la gestion des infrastructures. Chaque diplôme pèse, chaque stage prépare l'avenir. Prenons l'exemple de l'Institut supérieur des métiers du transport de Ouagadougou, qui a récemment lancé un programme de formation en alternance avec des entreprises portuaires de Guinée-Bissau. Les diplômés sont immédiatement employés sur les chantiers, apportant leur expertise et renforçant la chaîne de valeur locale. Pour suivre l'avancée, il faut des indicateurs précis: montant des investissements régionaux, taux de logistique locale, évolution du prix du transport, capacité de maintenance sur place. Ces données partagées et visibles révèlent si l'autonomie progresse ou recule. Pour les jeunes, une opportunité directe. De nouveaux métiers émergent, du génie civil au commerce international, et la formation colle mieux aux emplois locaux. L'enjeu n'est plus de partir, mais de bâtir ici. Pour les producteurs ruraux, raccourcir les circuits d'exportation signifie des marges renforcées et un pouvoir de négociation accru face aux acheteurs étrangers. Les attentes interminables à la frontière s'effacent, la route mène au port, le port ouvre sur le monde. Pour la diaspora, cette dynamique réinvente l'image du Sahel. Les opportunités de retour se multipliant, non plus par nostalgie, mais parce que l'écosystème local devient attractif, prometteur. Mais le risque est réel. Ignorer ces leviers, c'est laisser s'évanouir les promesses de souveraineté. Si la population, les entrepreneurs ou les institutions restent passifs, la dépendance extérieure réapparaîtra et les bénéfices concrets seront perdus. La question demeure: comment chacun, à son niveau, peut-il transformer ce moment en une véritable occasion pour ne pas voir l'histoire s'écrire sans lui? Ce n'est plus un simple débat administratif, ce sont les choix d'aujourd'hui qui dessinent le visage économique et social du Sahel de demain. La page se tourne et chacun a un rôle à jouer. L'indépendance ne se décrète pas, elle se prouve à chaque mètre de route posé, chaque quai élargi, chaque lien tissé.
Ce ne sont pas les promesses qui font la souveraineté, mais l'asphalte qui traverse le Sahel et les cargos qui accostent sur l'Atlantique. Pour la première fois, la souveraineté s'incarne, visible dans le béton, dans le mouvement des marchandises, dans l'énergie du renouveau. Rester simple observateur, c'est risquer de manquer le plus grand tournant de la région. Car en Guinée-Bissau, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, l'indépendance n'est plus un rêve lointain, mais un chantier quotidien. Des milliers de kilomètres de routes, des ports modernisés, des marchés connectés. La carte du pouvoir économique se redessine, quartier après quartier. Derrière chaque infrastructure, il y a une rupture réelle avec la dépendance d'hier. Les flux s'organisent sans attendre le feu vert des institutions régionales. Les négociations se déroulent sur le terrain entre techniciens, ouvriers, agriculteurs, transporteurs. La souveraineté devient capacité à exporter, à stocker, à choisir, sans tuteur, sans excuse. Mais le piège serait de céder à des récits simplistes, ni fable d'autonomie absolue, ni rejet systématique de l'extérieur. La réalité s'impose, concrète. Juger sur pièce, c'est compter les routes livrées, observer les flux qui changent de sens, mesurer les emplois créés sur place. La politique suit le chantier et non l'inverse. Le vrai risque pour chacun de nous, c'est de rester sur la touche, attendre que d'autres décident, pendant que se recompose la scène régionale. L'enjeu est immense. Dans ce basculement, la souveraineté devient une méthode, une compétence à exercer, à défendre, à transmettre. Il est temps de regarder les mutations en face, sans fantasme ni déni. Refuser le confort du commentaire, c'est choisir d'agir, là où chaque route, chaque port, façonne l'avenir et rend à l'autonomie tout son sens. Le prochain défi, savoir comment cet élan collectif pourra durer, s'élargir et surtout profiter à toutes et tous, pour que la souveraineté devienne une ressource partagée et solide. Pour que ce rêve ne se dissipe pas, il faut renforcer l'inclusion, multiplier les coopérations avec d'autres régions africaines et investir dans la diplomatie économique afin d'attirer des partenaires diversifiés. L'expérience de l'Éthiopie, qui a su s'appuyer sur des alliances multiples pour développer ses parcs industriels et sa logistique aérienne, prouve que la souveraineté n'exclut pas l'ouverture. En conclusion, l'avenir du Sahel se joue aujourd'hui sur le terrain, dans l'intelligence collective, la ténacité des bâtisseurs, la capacité à apprendre des erreurs du passé. Chaque kilomètre de route, chaque quai, chaque formation, chaque emploi créé compte. C'est à celles et ceux qui vivent là, qui entreprennent, qui innovent, d'écrire la suite. Mais une chose est sûre, l'histoire ne reviendra pas en arrière.